On va peut-être laisser la salle poser des questions. J'imagine qu'elles devraient être nombreuses. Si j'en crois déjà le nombre de questions que j'ai moi-même pu noter en vous écoutant les uns et les autres tour à tour. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Elina Lemaire. Oui, simplement donc une remarque à propos de l'intervention d'Hugo et une question à Karine. Merci déjà à tous les trois, bien sûr, pour les interventions passionnantes. Je voudrais simplement réagir sur ce que vous avez dit à propos donc, du préambule du traité portant constitution pour l'Europe. Donc, effectivement, la formule retenue était la référence aux héritages religieux, humanistes, etc. Mais dans le projet, alors je dis ça de mémoire, hein, vous me corrigerez si je me trompe, le projet de préambule prévoyait de faire référence aux racines judéo-chrétiennes de l'Europe, ce qui avait conduit à l'époque à de très fortes crispations, notamment en France, de la part du gouvernement français, qui craignait qu'il y ait donc une incompatibilité de ce point de vue-là entre le traité et la Constitution française, et notamment donc, le principe de laïcité proclamé à l'article 1er. Ce que je trouve très curieux et très français, très curieux parce que je ne vois pas vraiment en quoi l'affirmation d'une réalité historique, qui n'avait pas du tout la portée d'une norme, pouvait porter atteinte, je vois qu'Elsa Forêt n'est pas d'accord avec moi, pouvait donc porter atteinte au principe de laïcité, et puis très français parce que je trouve que ça révèle vraiment la façon dont la France aborde ces questions donc, de rapport entre l'État et la religion. Bon, donc voilà pour la remarque. Et donc la question qui s'adresse à Karine. J'ai pensé, lorsque vous avez parlé de l'affaire, le nom m'échappe, de l'employé de British Airways qui arborait donc sa croix. Voilà. Ça m'a fait penser, alors c'est tout à fait autre chose, hein, mais ça m'a fait penser à l'affaire Lozzi, donc, qui concerne les crucifix dans les salles de classe en Italie. Et alors ça a été à l'origine d'un revirement de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a d'abord considéré donc, qu'il y avait violation de la liberté religieuse du fait de la présence de ces crucifix dans les salles de classe, puis revirement ensuite par la Grande Chambre, donc, qui a considéré que l'Italie ne violait pas la Convention, malgré donc, la présence de ces crucifix dans les salles de classe. Et ma question est la suivante. Est-ce que, je ne sais pas comment le dire est-ce que vous qui avez donc étudié la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a, avec tous les guillemets possibles, une espèce de traitement de faveur à propos de la religion chrétienne, finalement? Est-ce que, parce que, par exemple, pour l'affaire Lozzi, je trouve que c'est tout à fait, cette jurisprudence est tout à fait curieuse. Alors, un traitement de faveur, peut-être alors, j'ai pas étudié toute la jurisprudence sur la religion, hein. Je me suis vraiment concentrée sur la question de l'effet horizontal, hein, donc sur les relations juridiques privées. Alors, un traitement de faveur pour une religion, en tous les cas, si l'étude de l'ensemble des arrêts peut le laisser ressortir, au moins dans les principes, non. Non. Mais il est évident que la Cour européenne des droits de l'homme prend quand même en considération, dans ses arrêts, je crois que vous l'avez dit également, l'absence de consensus entre les États européens. C'est extrêmement important, la question du consensus. À partir du moment où on n'a pas de consensus européen entre l'Europe, les 47 États européens, la marge nationale d'appréciation qui est laissée à l'État est très importante. Et cette marge nationale d'appréciation, elle va impacter, le mot est vilain, mais tant pis, je l'utilise, elle va influencer finalement le principe de proportionnalité. Plus la marge nationale d'appréciation est étendue, plus l'État, finalement, peut s'ingérer largement dans le droit garanti. Plus la marge nationale d'appréciation se restreint, et elle se restreint quand il y a consensus européen, moins les ingérences sont tolérées. Donc le verrou, en fait, encore une fois, l'élément qui variateur d'intensité est peut-être à rechercher dans ce consensus européen.
Alors, le consensus européen, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça permet de réfléchir justement sur la circulation normative, la circulation des décisions de justice et la réception interne des décisions européennes. Le consensus européen, il se fait avec le temps. C'est le facteur temps qui influence le consensus européen. Et plus les États marchent vers le consensus, on l'a vu on le voit en matière de mariage en particulier, pour parler d'autres sujets qui fâchent, plus le consensus européen avance et plus la marge nationale d'appréciation va se réduire à peau de chagrin. Donc là, il n'y en a pas de consensus, donc forcément la marge nationale d'appréciation des États est importante. Ce qui explique peut-être ce... Ajouter quelque chose, que dans l'OTSI, il y avait le problème de l'ambiguïté du cultuel et du culturel. Hein. Alors, tout le monde joue un peu sur ça. Les choses sont différentes, mais elles se ressemblent aussi. Et je pense que la question a été aussi, à travers cette question des crucifix, de l'identification de ce qui relève du cultuel et du culturel. Et du point de vue du juge, on le met là dans une position qui est forcément très inconfortable. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout de la CEDH, bon, je vais laisser Elsa Fauré parler, mais il me semble qu'il y avait cette question-là. Bon, je la laisse dessus. Non, c'est juste pour dire pourquoi est-ce que je grimaçais un peu quand il était question de tradition religieuse, de prise en compte des traditions religieuses, parce que c'est exactement, il y a un rapport avec ce que vous dites. En effet, quand on se réfère aux traditions religieuses, en fait, ces traditions, quelles sont-elles? Ce sont les traditions chrétiennes. De même que dans l'OTSI, le symbole, la croix, en fait, est considéré effectivement comme un symbole culturel, tout simplement parce que c'est la religion dominante, en fait, le christianisme. Donc il y a quand même effectivement une espèce d'ambiguïté ici, dans cette référence aux traditions religieuses, en réalité, qui sont les traditions des religions dominantes. Oui. Et bon, ça, c'est pas tout à fait conforme, je pense, au pluralisme qu'on est en train d'instaurer au sein de l'Union européenne, comme vous l'avez très bien dit. Il y a d'autres mais j'ai mes anti-sèches avec moi, donc j'ai la fiche thématique sur l'OTSI. C'est effectivement ces deux questions, c'est l'absence de consensus européen et les traditions culturelles. Et qui dit absence de consensus européen dit marge nationale d'appréciation importante, dit prise en compte des traditions culturelles. Voilà. Il y avait deux questions. Oui. Jérôme Coudurier et puis Mathilde, je crois. Ah, c'était celle-ci. Ah, d'accord. Ah, Nicolas Hoppé. Alors j'ai trois questions. Une qui est complètement technique et qui s'adresse spécialement à Madame Fauré, et les deux autres qui s'adressent aux trois intervenants. La question à Madame Fauré d'abord. J'aurais aimé avoir les références de l'arrêt de la CEDH contre la Roumanie que vous avez cité. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Je les ai. Mon anti-sèche, parce que je n'ai pas mon anti-sèche. C'est 2013, parce qu'il y a deux arrêts. Hein. Il y a un premier arrêt par une chambre, et puis l'arrêt de grande chambre qui doit être de 2013, mais je n'ai plus la date. Plus simple, si vous voulez le retrouver, c'est le numéro de requête que vous tapez donc, dans le moteur de recherche de la Cour. Le numéro de requête, c'est 2330/09. Et c'est l'arrêt Syndicatul Pastorul Selboun contre Roumanie. Ça, c'est moins simple. Oui. Non, mais mes deux autres questions sont plus théoriques, donc du coup s'adressent aux trois intervenants. Merci d'abord pour cette référence. La première est la suivante. On a déjà évoqué d'ailleurs cette question hier. Comment est-il possible ou acceptable pour les religions de se voir catégorisées par des catégories qui sont précisément des catégories juridiques et étatiques, avec lesquelles elles ne sont pas forcées, enfin qui leur sont hétérogènes en fin de compte. Quand on pose la question, par exemple, du syndicat à l'intérieur d'une église, comment est-ce qu'on combine ça avec des choses liturgiques très simples comme l'unité du Saint-Esprit, par exemple, au sein de la communauté? Ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut interpréter les choses religieuses à travers ce prisme étatique? Et surtout, quelle est sa légitimité, du coup? Et d'autre part, alors ça c'est ma dernière question, à prôner la neutralité et le pluralisme, est-ce qu'on n'induit pas au niveau de l'Europe, enfin, est-ce que cette neutralité et ce pluralisme suffisent à eux seuls à faire perdre en quelque sorte leur saveur
aux différentes valeurs qui sont prônées par les différentes religions. Est-ce que c'est pas lié, ça, à ce qu'on peut appeler le désenchantement du monde? Et je voudrais savoir s'il n'y a pas une idéologie très forte qui est véhiculée par derrière, là. Merci. Moi, je vais faire une absence de réponse, à vrai dire, et je vais me retrancher derrière ma bienveillante Cour européenne des droits de l'homme. Ma bienveillante Cour européenne des droits de l'homme n'a strictement rien affiche des critères qui permettent de définir ceci ou cela dans les législations des différents États. Elle prône l'autonomie des termes de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est un sens européen que l'on reconnaîtra aux religions. Donc finalement, l'appréciation de l'État ou les différentes législations de l'État quant à des définitions qui peuvent concerner les religions, mais qui peuvent concerner ne serait-ce même que le terme loi, ça lui est complètement étranger. Si, parce que finalement, la question se posait de savoir si on n'était pas enserré dans des cadres législatifs nationaux, c'est ça. J'ai bien compris votre question. Donc finalement, au niveau de l'Europe, les cadres législatifs nationaux, on s'en émancipe totalement à travers l'autonomie des termes de la Convention. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Allez-y, allez-y. Sur la première question, effectivement, c'est vrai que vous posez la question essentielle de la compatibilité effectivement entre les catégories étatiques et les catégories religieuses. Il est vrai qu'il y a des problèmes de compatibilité, mais derrière ces opérations de qualification, encore une fois, ce sont des enjeux de protection sociale. Est-ce que ces ministres du culte, ils doivent être démunis d'une protection, d'une allocation chômage quand il y a rupture, de congés payés, d'un certain nombre de choses. Là, c'est effectivement toute la question de savoir si l'ordre étatique peut se contenter de prendre en considération des règles d'organisation qui, pour le coup, sont complètement dérogatoires au droit du travail, en fait. C'est vrai que ça pose des questions, c'est sûr. Mais derrière, il y a des enjeux de protection, de protection sociale. Et encore une fois, ça, c'est un enjeu d'ordre public. Mais le fait de voir entre le clergé et la hiérarchie un contrat de travail, ça n'empêche pas après de soumettre, d'imposer à l'intérieur de la relation de travail des obligations de loyauté. On l'a très bien vu avec vous. Mais après, effectivement, est-ce que ce clergé doit être un monde à part? Je ne suis pas tout à fait sûre. Là, encore une fois, c'est effectivement très complexe parce qu'on est aux confins de deux sphères. Hugo voulait réagir, je crois. Oui, sur la deuxième question sur la perte de valeur, la perte de saveur de chaque religion. L'objectif n'est pas celui-ci, me semble-t-il. C'est-à-dire que du point de vue de l'Union européenne, c'est qu'il y a une volonté d'unification. Il y a une logique un peu holiste qui va au-delà de l'ensemble de ces parties. Et parmi ces parties, il y a les religions. Donc je pense que la finalité n'est pas exactement la même et que l'Union européenne n'a pas le choix que de se positionner en termes pluralistes. Pas seulement neutres, mais pluralistes. Donc je pense simplement que c'est une question de finalité. Et je ne suis pas sûr, surtout dans le cas de l'Union européenne, dans le cas d'un État ou de certains États, je ne sais pas. Et pour le cas de l'Union européenne, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement un projet politique uniquement de faire adhérer, mis à part celui de faire adhérer à ses valeurs, mais qui fait partie de son identité. C'est... Bon. Nicolas Hoppé, je crois, voulait... Il y a un micro qui arrive. Voilà. Oui, une simple remarque sur votre remarque sur la préférence de l'Église chrétienne dans le système de l'Union et de la CEDH. Deux petites remarques. D'abord, je ne suis pas certain, mais je crois avoir compris que la différence entre les deux arrêts LOTSI était liée à de très très fortes pressions de deux acteurs,
tout d'abord l'Italie, évidemment, mais aussi le Saint-Siège, qui est au Conseil de l'Europe. Donc là, il y a eu quelque chose qui est de l'ordre de la révolte, et qui prouve d'ailleurs une certaine faculté d'imposition, enfin pas d'imposition, mais parce qu'effectivement, l'arrêt Lozzi, moi je l'aime bien, le deuxième arrêt Lozzi, mais il est assez acrobatique de dire que finalement, quand on est dans une classe et qu'il y a un crucifix, on ne le voit pas. C'est très étrange. Bon, c'est ainsi. Mais bon, c'est un peu ses premières remarques. Et sur la deuxième remarque, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que malgré tout, sur la différence entre les religions, il me semble que oui, il y en a une. Par exemple, un arrêt qui est très très impressionnant, c'est l'arrêt Refa Partisi. Un arrêt qui prend position sur des convictions religieuses et sur un mode d'organisation, en particulier dans l'arrêt Refa Partisi, il est dit qu'un système de droit fondé sur la charia est intrinsèquement incompatible avec les principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, ce qui me paraît très frappant, c'est qu'au fond, en dehors de l'arrêt Lozzi, les problèmes qui se posent, alors parfois, mais ce n'est pas les problèmes entre l'Église catholique et le Conseil de l'Europe et la CEDH, c'est plutôt des problèmes qui se posent avec des religions minoritaires, des choses comme ça. Ce qui m'amène à une remarque plus globale, c'est qu'à mon avis, l'Église catholique et le christianisme ont une longueur d'avance dès le départ, c'est qu'elles s'inscrivent dans un système de rapport entre religion et État qui a été fait aussi avec elles. Voilà. Donc finalement, là, il n'y a pas de greffe, il y a finalement deux briques alors il y a au bout de beaucoup de tensions, mais deux briques qui rentrent l'une dans l'autre, malgré quelques frictions. Voilà, je crois quand même que c'est quelque chose... C'est comme ça que j'aurais plutôt tendance à voir les choses. Je vais encore... Alors, sur les principes qui sont posés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas de distinction à faire entre les religions. Maintenant, quand j'ai essayé de réfléchir à ces trois pôles dans la relation juridique privée, je pense qu'ils peuvent tout à fait s'affranchir de la question de la relation juridique privée. Dans les arrêts que tu évoques sur la charia, finalement, on est face à des situations qui portent atteinte au cœur même des droits fondamentaux qui sont garantis par la Convention. Quand je vous parle de la substance des droits, c'est qu'on ne porte pas atteinte à la substance du droit, c'est la considération première de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'on ne porte pas atteinte à la substance du droit en qualité de personne privée, qu'on ne porte pas atteinte à la substance du droit en qualité d'État, peu importe, mais... forcément, si une religion, si un rite porte atteinte à la substance d'un droit, quand l'Église catholique porte atteinte à la substance d'un droit, le droit au respect de la vie privée de M. Schut, elle est condamnée. Enfin, pas l'Église, mais l'État est condamné parce qu'il a laissé l'Église porter atteinte à la substance du droit. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui entre en conflit avec un droit garanti par la Convention, eh bien... peu importe, ma foi, que ce soit une personne privée ou un État, il faut garantir la protection de la substance du droit. Après, quand on est au-delà de la substance, sur ce qui est plus décoratif, alors là, on fait varier un petit peu les choses. On prendra en considération le fait qu'il s'agisse d'une entreprise de tendance. On prendra en considération le fait qu'il n'y a pas de consensus européen, mais... pas la substance. Ah, une question d'Aline Chenet de Beaupré. Pas vraiment une question, simplement pour rebondir, mais on va peut-être arrêter parce que je pense que Lozzi, on peut en discuter dans des siècles, entre Lozzi 1 et Lozzi 2. Et on a évoqué le cultuel, le culturel, le politique aussi. Alors, je n'ai pas suffisamment lu les caves du Vatican, donc je ne sais pas dans quelle mesure le Saint-Siège est intervenu. Je fais plus confiance à Nicolas Hoppet sur ce point. Rappelez aussi que l'Italie a cette histoire, effectivement, et il y a une construction juridique. Il y a le culturel et le juridique, puisqu'on a une construction juridique particulière en Italie, à ne prendre en allusion à l'intervention du professeur Calzolaio il y a quelque temps sur le mariage tel qu'il va être célébré en Italie, qui peut être aussi bien religieux que civil. Donc on a une construction juridique
actuel, qui est le poids de l'histoire, qui est le fruit de l'histoire, mais qui est spécifique, qui peut peut-être, et je nuance mon propos et j'en termine par là, expliquer une partie de la réponse donnée dans l'arrêt LOTSI 2, mais je n'exclus pas que diverses pressions aient pu exister à certains moments. Je m'arrête parce que LOTSI, je pense qu'on peut beaucoup en discuter. Très bien. Écoutez, on a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Non, écoutez, si tel n'est pas le cas, je crois qu'on peut se séparer pour un petit moment. Mettons, allez, on revient à 15, 20. Pardon? Si on dit 15, ce sera 20, donc on va dire 20, ce sera 25. Voilà, à tout de suite.